summarize as best as I can some of the key takeaways that I think are relevant to clinicians. Elle va faire un sommaire un peu des facteurs ou des points qui sont les plus importants pour ceux de vous qui traitent les gens, les malades. So we know both viruses are primarily sexually transmitted, and I think it's important to also note that HPV itself is an opportunistic infection. Les deux virus arrivent des contacts sexuels, mais que le VPH, c'est aussi une infection opportunistique. And then specifically, there are certain HIV proteins that can actually upregulate E6 and E7 expression. Remember the genome, E6 and E7, which then promotes the presence of HPV-infected cells. Je ne sais pas si je peux traduire ça. Here, I can break it down. Mais vous pouvez peut-être prendre une photo, mais il y avait certaines protéines de la VIH qui peut, je ne sais pas, après qu'elle était régulée en haut les expressions oncogéniques des E6 et E7. Et ça veut dire que ça peut accélérer ou faire en plus voir les infections avec le VPH. Yep. That was great. HIV infection can also lead to a process called epithelial mesenchymal transition. And I can explain what that is. Ultimately, what that means is that it promotes the growth and metastasis of tumor cells. Le HIV. Le HIV même, il y a une expression, je ne vais pas essayer de traduire ça, mais ça fait la promotion de tumeurs, de métastases des certaines tumeurs. And then we also know HIV leads to an immune deficient state. Le VIH, ça produit un état de baisse, de la immunité baisse. Which can increase the risk for persistent presence of HPV infection. Et le risque de ça peut être une persistance de l'infection de VPH. And Le fait seul d'avoir une infection de VIH. And this is where therapy, getting on treatment for HIV matters, because low CD4 plus counts are associated with poorer outcomes, right? That makes sense. The worse your immune system is, the less likely you're going to be able to mount a response. C'est pour ça que le traitement pour le VIH est très important, parce que les taux baissent de CD4 et CD8. Ça a un grand risque on a une plus grande difficulté d'éliminer aussi le VPH en même temps. Alors c'est pour ça que le traitement pour augmenter les 4 et les 8, CD4 et 8, c'est très important. Yeah, you said it. Yeah. So when you're on treatment, it's going to boost your ability to mount an immune response. All right. And I'm going to now, I wanted to also mention there was a study that looked, it was actually pooled meta-analyses, which I'm happy to explain what a meta-analysis is in a second, but, Oh, it's the same? Perfect. C'est le même mot. Hein? Okay, yeah. So they looked at the duration that people had been on antiretroviral therapy and then their risk for developing HSIL. And what they found was the longer a person had been on antiretroviral therapy and had that undetectable load, the more likely they were to actually be in remission or clear the HPV. So in some ways, therapy is actually protective. C'est une grande étude de méta-analysis où ils ont regardé le traitement antiviral et avec le temps et le plus longtemps une personne est en traitement, le plus grand la possibilité d'éliminer le VPH. And they really saw that impact at 2+ years of being on the antiretroviral therapy. C'est le plus grand impact, c'est deux années plus de traitement antiviral. It's quite interesting.
Why does this matter to clinicians? Why does this matter to us? So many of us know WHO had updated the guidelines for cervical cancer screening in 2022 to promote HPV primary screening. And this was based on strong evidence that HPV is reliable, it's objective, as we all know. But they also have specific recommendations for persons living with HIV. Le OMS, comme vous savez, en 2022, ont eu un grand changement. Ça, c'est les guidelines pour le traitement et dépistage du cancer du col. Mais parmi aussi ces recommandations, il y a dedans aussi le VIH et les traitements de co-infection avec les deux. And Senegal's national policies, standards, and protocols reflect that. Et les protocoles du Sénégal, ça reflète le but et les recommandations de l'OMS. I don't know if this has a translation into French, but I think I'm preaching to the choir. You know much better than even I do. On dit que... Non, être le prêtre pour le cœur, vous savez plus que nous l'importance de tout ça. C'est pour ça que nous, on dit, on vous parle, mais vous êtes vous connaissez mieux que nous. And so what WHO is recommending for persons living with HIV is screening earlier, but also screening more frequently. Alors, ce que dit l'OMS, c'est pour le dépistage du cancer du col, c'est de commencer plus jeune et plus souvent. And they are, again, recommending HPV testing be prioritized in that process. Le test pour le VPH, qui est la méthode de dépistage, c'est ça qui recommande pour toute la population, mais spécifiquement pour cette population. I forgot to say that in the beginning, so I tucked it in. Yeah, and then they're also recommending for persons living with HIV, rather than screen and treat, screen, triage, and then treat. Alors pour cette population, les recommandations ne sont pas seulement le dépistage et traitement, c'est le dépistage, triage et traitement. Merci. And I just also wanted to mention, yes, I'm talking about persons living with HIV, but we heard earlier from Dr. Gassama, there are other high-risk populations, such as people who've had solid organ transplants, or people who are in some sort of immune therapy, having an immune suppressed state. This would also apply. C'est pas seulement, on parle de gens qui vivent avec le VIH, mais c'est des autres populations, comme Dr. Gassama a dit, qui ont des problèmes d'immunité, ceux qui ont une transplantation par exemple d'un rein ou d'un cœur ou quelque chose, qui ont des médicaments qui suppressent, qui baissent l'immunité. Il y a certains médicaments pour certaines arthrites ou des conditions inflammatoires. Sorry. Yeah. All right. I'm going to change subjects now. Elle va changer de sujet. We're going to talk about the butt. On va discuter le âne. On dit ça? Anus? L'anus? Anus? Merci. Yeah. Je veux vraiment dire des bons mots pour ça parce que c'est nouveau pour moi. There's an organization called the International Anal Neoplasia Society, and they recently had launched their guidelines for anal cancer screening. Il y a cette société, vous voyez le nom là, et ils ont comment on appelle guidelines en français? Recommandations, il y a un autre mot, mais bon, les guidelines, les recommandations pour le dépistage du cancer d'anus. While I'll be going through these guidelines, it's more so just for your awareness and to know this is maybe going to be coming soon to you. C'est plutôt pour vous, pour savoir qu'est-ce que sont les recommandations et pour savoir aussi ça va entrer dans votre conscience, je crois, dans les années qui viennent parce que c'est assez nouveau chez nous. Alors mais c'est important pour tout le monde. And I'd like to highlight that many places, even in the United States where, we're deemed to have a lot of resources,
We actually don't have the necessary infrastructure to roll out these guidelines in a lot of places. Même aux États-Unis ou des pays avec des ressources qui sont hauts, même là, il y a beaucoup d'endroits dans les États, ou dans les endroits qui ne font pas qui sont pas conscients de ces recommandations. But I'm hoping just with greater awareness and interest and attention that just like, you're all learning colposcopy here, maybe in a few years, we'll be thinking through how do we take care of people to prevent anal cancer. Alors là, elle espère que les gens ici, vous apprenez à faire la colposcopie, mais dans le futur, vous avez aussi la possibilité d'avoir les autres dépistages des différentes parties de l'anus. And as gynecologists or whatever your role might be, we're taking care of high-risk populations. N'importe votre rôle, si vous êtes gynécologiste, n'importe quel rôle, c'est les êtres humains qui sont le sujet de notre traitement et avec tous les parties qu'ils ont. So we're on the front line for other HPV-related screenings. Alors nous sommes dans le forefront, je ne sais pas comment dire ça, mais au début, au commencement de tous les dépistages, de toutes les maladies qui sont affectées par le VPH. Yeah. The other thing is, I'm going to be focusing a little bit on just the anal exam. If that makes people uncomfortable, just let me know. Elle va aussi faire un peu un focus sur l'examination du anus. Si ça vous fait inconfortable, quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-la. Okay. So, hopefully this shows, it's not advancing, sorry. All right, so this table is just highlighting who is at greatest risk. Là, c'est pour voir qui a le plus grand risque. It might be difficult to see, and I apologize, but the top of the table, that's risk category A. Oh, yeah. Au début, en haut, c'est la catégorie risque A, Yeah, ici. le plus haut. And so they're the populations that we're mostly focusing on, and you can see they're persons living with HIV. Alors là, le plus grand, les catégories là-bas, les premières catégories, c'est parmi les plus hauts risques, et parmi eux, c'est les gens qui vivent avec le VIH. But then the other population I wanted to highlight in that high-risk category are people with a history of vulvar H-Siller cancer. Et les autres populations, c'est le cancer de la vulve, ou autres cancers et les gens de transplantation, can I say that? And transplant people, can I also say les gens? Yeah. And then these are just recommendations on the ages to consider starting the screening for anal dysplasia. Et ça, c'est les recommandations pour commencer le dépistage pour le cancer anal. Et vous voyez les âges là, dépendant de dépendant du catégorie de risque, ça peut être à 35 ans ou 45 ans. Can I just Et pour la vulve, c'est 1 an après diagnostic et pour la transplantation, c'est 10 ans après la transplantation. Okay. And then you might be wondering, okay, how do we even screen? Comment on fait le dépistage? A lot of this you're familiar with, right? We've been discussing today. So it's very similar to screening for cervix cancer. C'est très proche de dépistage pour le cancer du col. So there's essentially the anal pap, so cytology. Il y a une cytologie. You can do HPV alone, or you can also do HPV with cytology. On peut faire le VPH seul, plus ou moins avec le type oncogène co-test, ou la cytologie avec le co-test, la cytologie avec le VPH. And then the biggest thing, and this is something that we're trying to get better in the US even, is if you do not have the pathways for your infrastructure, so, from your labs / pathologists, and even referrals to be able to do the testing, you can always rely on the physical exam. Si vous n'avez pas les manières ou les méthodes ou l'infrastructure, je crois, de faire les tests pour la cytologie anale, vous
vous pouvez toujours faire un examen rectal avec la main, avec le doigt. Yep, so the digital anal rectal exam. Or Alors, DARE. L'examination de, voilà, le DARE, c'est le digital anal touché rectal. Yeah. Voilà, merci. Yeah. Je And peux there's, rester toute la journée ici, hein, avec moi. and there's a lot that the physical exam can actually tell us. Il y a beaucoup que l'examen peuvent nous dire. All right, and then these are also from the International Anal Neoplasia Society. So they had released this several years ago before they released the international guidelines. And they identified individuals based off of a review of the literature for who would benefit from the anorectal exam. Et alors ça, c'est la même organisation qui font des recommandations des autres. Et c'était avant même de les recommandations, c'est 2019. Et là, il y a la population qui ont un bénéfice d'un dépistage anal. And again, I want to highlight persons living with HIV, especially, you can see that here as well as here. Those are populations that would probably benefit from that. Et voilà les populations, les VIH positifs ou les VIH négatifs, cette population-là bénéficie. I don't know if this video will play. If it does not, if everyone's okay, I'll try and talk us through the exam. On va voir l'examination. This might not work. Okay. Unfortunately, I don't think it's going to work, but I Je crois pas have que ça va marcher, hein, le vidéo là. Yeah. Ici. And I apologize, it is in English, so I C'est don't en know. anglais. Okay. It'll be okay with like the Wi-Fi. I don't want to take up the Ça, c'est pas le vidéo. Pour vous, c'est information un peu nouveau ou c'est commun, c'est connu? Copy it? Oh, we can't just play it. Entre-temps, je vais vous dire, quand on travaille sur ça, que mon compagnon, Dr. Waxman, il marche comme un vieillard, mais il n'est pas vraiment un vieillard. Il a cassé la jambe en train de grimper une montagne. Alors, c'est un homme très, très actif, mais seulement en ce moment, il a un petit os cassé là-bas. C'était juste 2 semaines avant, voilà. On était ensemble, on avait beaucoup de boue sur la montagne parce qu'on a beaucoup de pluie et bang. C'est en descendant. Il a descendu lui-même avec une jambe cassée. 2 kilomètres. Okay. I said, you're not Hopefully. really an old guy. Oh, we don't have the audio. On n'a pas l'audio. It's okay. You can narrate. I can narrate. So essentially what he's saying is when doing the exam, you'll either have the patient lying down on their side, or they can also be in the dorsal lithotomy position like we're used to for colposcopy vaginal exams. Ils peuvent la position du patient peut être sur le côté ou dans la position normale de lithotomie. And then the other thing that he is also mentioning
is he, of course, gets the consent of the patient. Il faut avoir le consentement du patient et Yeah. doit savoir ce qu'il fait avant de faire l'examen, bien sûr. And then right now, he's visually inspecting the area to look for any lesions, any abnormalities. Il inspecte pour voir une anormalité ou lésion de l'extérieur. Very similar to like when we're doing a pelvic exam, we look at the exterior, we look at the vulva, etc. Comme un examen féminin, normalement, on regarde la vulve, on regarde l'extérieur avant de regarder l'intérieur. Yep. And then after that, he then explains that he puts lubrication on the finger that he's going to use for the exam. Et il explique qu'il a la lubrication sur le doigt pour l'examen. And then typically what I tell patients, just from a comfort perspective, when I'm inserting my finger for the exam, I actually have them bear down as if they're about to have a bowel movement. And then I gently, when I say you can let that sensation go, it allows my finger to actually follow up itself into the canal. Et pour les instructions pour le patient, on leur demande de pousser un peu, d'avoir un peu le valsalva, quoi, comme si on était à la selle, un peu, et comme ça on peut faire l'insertion du doigt beaucoup plus facilement pour la patiente. And typically, you're looking at maybe 3 to 4 centimeters. Et peut-être c'est 3 ou 4 centimètres. And then, essentially what you're wanting to do after you've inserted your finger is you're feeling around the anus. Et on fait un examen en rond pour tout le tissu de l'anus. Yeah. So it's all the way around. Tout en rond. And then typically I also will use my thumb to just get a sense, like if I feel a mass, how big is that mass? And that external finger can sometimes allow me to have enough pressure to be able to assess. Elle utilise aussi son pouce, voilà, pour s'il y a une masse dans l'anus, pour voir exactement où est-ce que c'est les mesures peut-être de ce qu'elle peut toucher. And then that's mostly it. I guess we can change it back over here because he was just showing internally what that looks like. And that's a male Right. diagram, which is, maybe relevant to some of us, but not all of us. Right. All right. So bear with me. And then I just change it back to... Okay. Thank you. Oui, c'est bien. Okay. And then if people are interested later on, I know this sounds funny, but if you're familiar with Play-Doh, I actually have some Play-Doh models that you can use to get a sense of what does a normal exam feel like, what does a potentially abnormal exam feel like. Elle a des matériaux, c'est pas le mot en français, si vous voulez encore essayer avec un doigt, des petits modèles, vous pouvez essayer si vous voulez. All right. And then again, in terms of for persons living with HIV, some takeaways are persons living with HIV should be routinely screened because they have a higher risk of progressing to invasive cancer. Les gens qui vivent avec le VIH doivent avoir un dépistage plus souvent parce qu'il y a un plus grand risque de développement d'un cancer invasif. And then as you can see on that diagram to the left, anal cancer, HPV-related anal cancer is increasing. Les incidences du cancer anal, ça augmente, comme vous pouvez voir. Yeah, especially. Surtout dans les gens qui vivent avec Exactly. VIH. Yep. And then I know we touched on this a little bit earlier, but there are studies that are looking at the anal microbiome and other biomarkers. Il y a des gens qui regardent les biomes anal et des autres markers. Yeah. But that's what I have for you. Would people be interested? If you're comfortable, you can also just find me because I have it in my bag. Si vous êtes confortable, elle peut vous faire les instructions. Et can I just say that? Mm-hmm. Yeah. Yep.
ça paraît que c'est seulement les examens pour les hommes, mais c'est pas. Même c'est les femmes aussi qui vivent. Et on sait que c'est 55% des gens au Sénégal qui vivent avec le VIH, c'est des femmes. Alors c'est très important aussi de savoir faire l'examen sur les femmes et un examen rectal pour les femmes. C'est pas, vous êtes gynéco pour la plupart, alors les hommes, c'est pas votre population, mais on parle pour vous parce que c'est aussi une recommandation pour votre population qui ont le HIV. Yeah. Just coming back to Voilà. this slide, the On risk, revient. right? So Les person, risques. women living with HIV Les who we femmes. care for, right? And then also, if you have patients who have a history of vulvar, HSIL, or cancer. Alors là, c'est pour les femmes qui sont avec le VIH et les femmes qui ont un cancer de la vulve ou un autre cancer dans la région gynéco. And I will just say, in my practice with Dr. Flowers, because very few people do endoscopy, we do take care of men or women. Seulement dans son pratique, elle est avec un médecin qui s'appelle Dr. Flowers, très connu dans ce monde. Et bien qu'elles sont gynécos, elles font aussi les examens anoscopie pour les hommes et les femmes, parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent faire ça, qui se connaissent. Oui. Merci. Voilà. Oui, voilà. Merci. Voilà. Voilà. C'est fin. Merci. Merci. Merci pour la présentation, merci. Commentaires, questions? Après le pourquoi, le comment, nous allons parler, professeur Kassé va parler des aspects techniques de la colposcopie. Je télécharge le document.
Non, je- oui, madame. Non, 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 I'm not sure. Je ne suis pas compétent pour ça. Oh, non. Je suis un vieux médecin militaire, c'est là, vous voyez les écussons et les insignes de corps de l'armée. Prévenir mon association, le centre, l'université Chantal Diop, la Société sénégalaise de colposcopie, ce monument, je ne sais pas. Ok. Colposcopie, la colposcopie est une méthode d'exploration. C'est une méthode d'exploration, elle n'explore pas que le col. Colpos veut dire vagin. C'est une façon d'explorer en fait toute la filière génitale, depuis la vulve jusqu'au col. Et donc, tout ce qu'on va faire, c'est quand même quelque chose qui va essayer de voir quelles sont les lésions rencontrées sur toute cette filière génitale. Parce que le HPV, il peut se localiser dans toutes les muqueuses épidermoïdes. Et donc, à partir de ce moment, le HPV peut entraîner des lésions au niveau de la vulve, au niveau du vagin, au niveau de l'exocole. Et parfois, donc, migrer un peu vers l'endocole. Bon, maintenant, le rectum et l'anus, elle a déjà parlé de ça. C'est donc tout ce qui est la voie digestive la plus basse, etc. Okay? Cet examen est parfois utile dans le suivi d'une infection pour s'assurer de l'efficacité d'un traitement. Donc il n'y a pas que le diagnostic, mais on peut également surveiller un traitement. Elle est effectuée par un appareil. C'est en fait un microscope de faible grossissement qui peut arriver jusqu'à x40. Alors, il y a un dogme. Alors, quand je donnais toujours des conférences d'internat pour la préparation des internes des hôpitaux, je leur disais, le frottis alerte, la colposcopie et le Schiller localisent et la biopsie confirme. Alors, quand tu dis ça, les membres du jury ils sont contents, etc. Et bon, ben voilà, ils mettent les notes. Donc, ceci est valable pour les lésions non invasives. Now, when it comes to talk about, invasive cancers or invasive lesions, this dogma will not work. Cytology will alert you, yes, but colposcopy could localize and biopsy will confirm what we have on the cervix. Alors, what do we need in terms of equipment? It's very important you have a place closed and you have a gynecologic exam table and then you have a system to register all the information from your patients. And the colposcope, this is the video colposcope. And it can be interesting to have a screen for the patient. So by the time you're doing the exam, the patient can see everything, and then you can explain to the patient what you see. And then Giridon means a kind of table, with wheels, and you can put all of your instruments on there. Gloves are very important to protect yourself and also to protect the patients. And speculum, a lot of surgical instruments, and cotton, and, drapes, and all of these things. Solutions. Normal saline is very important. Vinegar, iodine, methylene blue, and Moncel. Moncel because, sometimes you do some procedures and the patient can bleed. Et donc, la solution de Moncel, c'est pour le saignement chez certains patients. Et bien sûr, les garnitures.
Parce que certains patients, when you do the exams, some patients, when they go up, down from the table, they need the protection and all of these things. And it's important. Prior doing the colposcopy, it's important you solve all the problems of bleeding from menses, from menorrhagia, from metrorrhagia. And ideally, it's important you see the patient on the second week of the cycle. If there are infections, please try and treat all of these infections, because the infections can interact with the results you see on the patients. Okay. Menopause patients have a lot of difficulties and problems. It's important you give them estrogens, and ideally, you have to give them these estrogens 2 or 4 weeks prior to the colposcopy, and it will help these women. And then also, it can help, the examiner for him to see a lot of different lesions. And this is really very important for the patients and for me. It's important to organize everything. Really, please don't take the patient and say it's going to be a 5-minute exam. No, take 15 minutes. Take your time. Take your time to look at it, because the information you are going to give to the patients will change their life sometimes. Because you talk to them, if you don't take your time, patients will go back home with questions. And they didn't have, time to ask you the questions. Equipment, it's important. And sometimes, when you put the speculum, if you have a discharge, it can be interesting for you to take some samples for bacteriology and then to rinse all of this atmosphere. But please never rinse or wipe all of these things with, use cotton swabs. If you don't do that in some patients, you will have bleeding. And if you have bleeding, forget it. And first thing, before you do anything, take images without preparation, without, any kind of thing. Do your, samples, and you can do cytology sometimes, because, sometimes the cytology was not very well taken, and sometimes you need to do that. And then, vinegar. It's important for you to put vinegar for almost 2 minutes, because vinegar needs time to act, to react with the patient. And then you will do iodine. For iodine, tell the patients it can burn, because the iodine you use is not the iodine you are going to use for ear, nose, and throat procedures. It's very pure or very concentrated iodine. And then, if ever you find something, take images. Evidence is very important. Evidence. Showing the patient, this is what I see, and this is what I'm going to do. Biopsies, if you can, on the cervical cage sometimes can be interesting. And at the end, examine the vagina. When going out, when removing the speculum, it can be interesting to remove the speculum and look at the vagina and take pictures. And by the same time, you can do biopsies on the vagina by the time you are taking biopsy. So don't do the biopsies on the vagina and the vulva in the beginning. You have to do it at the end of the exam. And you can biopsy, vulvar lesions and all of these things. Hey, please, let's stop the myth of colposcopy. People think that colposcopy might be something that special. It's not.
you are just inspecting. You are inspecting the vulva, you are inspecting the vagina, you are inspecting the cervix. And then, if ever you see something, take an image. And once you do that, if you see something abnormal, please feel free and take a biopsy. At the end, we'll tell you the truth, pathologist. They will tell you the thing you see here is this thing. Don't try and be a pathologist yourself. S'il vous plaît, vous n'êtes pas des pathologistes. Le frottis alerte, la colposcopie localise, la biopsie confirme. Tout ce que vous verrez, souvenez-vous de cette chose-là. OK? Alors, c'est quoi la colposcopie? Il y a un écran qui est la muqueuse épidermoïde du col, de l'exocole, et la muqueuse de l'endocole. Et au-dessous, vous avez le stroma qui est rouge. Et c'est ce stroma que vous allez regarder à travers l'écran. Voilà la colposcopie. Vous regardez le stroma à travers une membrane. Si la membrane est très épaisse, vous ne voyez pas le stroma. S'il y a une prolifération cellulaire, you don't see the stroma. So if you have a very thick epithelium, you don't see the stroma. It's just a matter of inspecting the stroma through a screen. And the screen is the epithelium, the cervix epithelium, and maybe the undercervical epithelium. This is how it works. Okay? Then, things will change according to the stroma. The structure, inflammation, vascular aspect, and then the epithelium. The thickness of the epithelium, the cytologic modifications, histologic modifications. First point, et ça c'est un point très important. La colposcopie que vous allez faire, vous allez la juger satisfaisante si et seulement si vous voyez la limite entre l'exocole et l'endocole. Et cette limite, elle s'appelle la zone de jonction. Si vous voyez la zone de jonction partout sur la colposcopie est satisfaisante. Si vous ne voyez pas la jonction, dites la colposcopie n'est pas satisfaisante. It's important for you to say satisfaction because I see the columnar junction. And the columnar junction, you have to see the exocervical ectocervix, and then you see the first cylindric structure. And here are the things. Okay? Ectocervix, endocervix, being, the screen, and then under all of these structures, you see the stroma. And the color of the stroma, the reactions in the stroma, the vascular aspect in the stroma, and the modifications of the ectocervix or the screen will change or give you information. Look at this. The columnar junction is here. You see that small line you see between, the ectocervix and then the endocervix with the papillary aspects. Et vous voyez très bien la zone de jonction entre l'épithélium qui est lisse, qui est exocervical, et l'épithélium qui est un peu plus granuleux, orangé, que l'on voit à l'intérieur comme si c'était des grappes. Et la ligne de jonction, c'est là où le papillomavirus vient s'installer parce que le papillomavirus va sur les acides basales. Or, où sont les acides basales? Les acides basales, elles sont à la jonction. C'est là où le papillomavirus peut accéder à l'épithélium basal. Okay? It's important you see the columnar junction. There you go. This is the histology. You see the ectocervical part, and then endocervical,
And on the ectocervix, you see the different layers of this epithelium. And in the endocervix, you see that glandular structure. You know, we had a pathologist who told us all of these things today in the morning. Et vous voyez très bien la zone de jonction entre l'épithélium exocervical, qui est plus stratifié, non kératinisé, et à l'intérieur, l'épithélium glandulaire, une seule assise cellulaire, et sur laquelle vous avez de grandes cellules longues, hautes, et qui se traitent du mucus. Et c'est là où vous voyez en réalité la membrane basale, et c'est là où vous voyez l'assise basale. Et c'est cette assise basale qui est la porte d'entrée du papillomavirus. Okay? Et là, bon, il y a des remaniements dans le col. Au début, la jonction, elle était beaucoup plus loin. Mass distal cervical crypts show you where was the endocervix. And at the end, à partir du moment où l'acidité du vagin n'est pas supportée, ne supporte, du moins le col ne supporte pas l'acidité du vagin, et donc le col va faire ce qu'on appelle une transformation, une zone de transformation. Et c'est cette zone de transformation qui recouvre un peu l'épithélium glandulaire qui était dans l'exocorps. Okay? Et ça, c'est très, très, très important. C'est dans cette zone de transformation que se passe l'essentiel des choses. Okay? Maintenant, ça, c'était l'examen visuel où vous n'avez rien mis. Maintenant, si vous avez cet épithélium et vous ne faites rien, vous verrez ce que je vais vous dire. Mais maintenant, vous allez essayer de révéler tout ça. Comment? S'il n'y a pas d'épithélium, il n'y a pas de réaction. Pourquoi? Parce que les colorants viennent là pour changer les aspects. So, coloring, you know, everything you see will change the aspects. And normal epithelium is, you know, lack of protein, and so there's no aceto-white lesions. Today in the morning, they told you that you have glycogen in normal cells. And when you put iodine on glycogen, it will give you that brown, deep brown, you know, coloration. Et donc, d'utiliser des colorants sur une surface où il n'y a pas beaucoup de protéines, il n'y a pas d'acidophile. S'il y a beaucoup de protéines, il y a une acidophile. Si deuxièmement, vous avez beaucoup de glycogène, c'est des cellules normales, alors ces cellules normales vont se colorer en brun foncé, brun acajou, quand on va mettre de l'iode. Si ce sont des cellules dysplasiques ou des lésions précancéreuses ou des cancers, ne contiennent pas beaucoup de glycogène et donc il n'y a pas de coloration. Encore une fois, la colposcopie n'est satisfaisante que si et seulement si vous voyez la jonction. Si vous ne voyez pas la jonction, soyez humble et dites la colposcopie n'est pas satisfaisante. If you don't see the columnar junction, please be humble and say not satisfactory. And then, here is the point. If there are some no abnormalities on your left, on the stroma, because the stroma, this is the one you have to look at. What happens? The ectocervix will become pink. S'il n'y a pas de réaction au niveau du stroma, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez le stroma à travers un épithélium qui n'est pas modifié, modifié ou anormal, vous voyez que tout est rose, uniformément rose pâle, si jamais. Dans le stroma, il y a une réaction due à la présence au niveau de l'épithélium d'une anomalie. Regardez les cellules qui sont à droite. Ces cellules sont anormales. Et ce qui se passe en dessous, c'est quoi? C'est des vaisseaux qui arrivent et qui apportent des éléments figurés du sang, c'est-à-dire le système immunitaire, des globules blancs, etc., qui vont essayer de tuer le processus ou de le freiner. Et donc, ça devient rouge, ça devient inflammatoire,
ça devient hypervascularisé. Et quand vous allez regarder cette zone anormale, qu'est-ce que vous voyez? Vous la voyez en rouge. It becomes red just because the stroma have a lot of changes according to inflammation, vascular things, and immune reactions from these kind of abnormal cells you see on the superficial epithelium, and that's why it becomes red. First thing, pink, normal. Red, abnormal. Is it clear? Première chose, épithélium normal, c'est rose, uniformément rose, rose pâle. Épithélium anormal, réaction inflammatoire, hypervascularisation, et ça devient rouge. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on va aller plus loin. L'épithélium anormal est riche en protéines. Pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération cellulaire. Les cellules sont grosses, les cellules ont des noyaux, les cellules, il y a au niveau du cytoplasme tout un ensemble de réactions. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une accumulation de protéines. Or, si vous mettez sur les protéines du vinaigre, les protéines vont se coaguler et vont vous donner un aspect blanc. If you have abnormal epithelium, what will happen? It will be thick. You will have proteins. If you put vinegar, it's going to be white. And that's it. So, CIN will give you a lot of small cells, very active, with big nuclei, and reaction will be acidophilic. Viral infections, they told you today in the morning that these viral infections from HPV will give you big cells. And on these cells, you have a lot of glycogen. And if you have glycogen, what happens if you put, this thing, it will give you a kind of reaction. Very white reaction, brilliant, like snow, but at the end. And the intensity depends on the production of keratin in surface. Look at this. À gauche, vous avez un épithélium qui est normal. Vous avez mis du vinaigre. L'épithélium qui était rose, uniformément rose, reste rose, rose pâle. L'épithélium qui était rouge, quand vous mettez du vinaigre, parce qu'il y a beaucoup de protéines, d'accord, cet épithélium va se coaguler et va apparaître comme blanc et acidophile. Est-ce que c'est clair? This is really very important. Pink, because there is not that much protein. White, because there are a lot of proteins, and you put vinegar on it, and it will give you aceto-white lesions. Okay? Two persons, very important persons in Paris. I've spent, almost 10 years in France, having training with the guy you see on your left, Fernand Coupes, and that lady, Aline Guillaume-Montagna, who was in Paris, and now she's retired. And these are the two persons in Piquet-Salpêtrière who trained me. And when they trained me, I came back home saying that I have to transmit to these people what I learned from them. These three images are from Coupes. Red lesion, becoming white when we put iodine and not taking, when we put vinegar and not taking iodine. If you know all of these things, you got it. Zone rouge, qui devient blanche après application d'acide acétique et qui ne prend pas le devant. Si vous savez faire ça, vous êtes colposcopiste, je vais vous donner un diplôme. OK? Alors, images blanches. Les images blanches
peuvent être spontanées. Les images rouges, après acide acétique, si vous mettez de l'acide acétique, les images qui restent rouges, ça correspond à une érosion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'épithélium, donc ça reste rouge. Les images jaunes, c'est de la nécrose. Et les anomalies vasculaires, on va en parler, des zones iodo-négatives et les orifices glandulaires. Let's talk about, the elementary images. One, white lesions. They can be spontaneous or after vinegar. Two, red images. If you have red images persisting after vinegar, you can see that there is erosion. There is no epithelium. So you still see the stroma. If they are yellow, it means that there is necrosis. Vascular abnormalities, I'll tell you, and iodine-negative zones, not taking iodine, I'll tell you about all of these things. And then there's something. I told you about, this transforming zone, la zone de transformation, qui recouvre les orifices glandulaires. Et comme les orifices glandulaires sont en dessous et l'épithélium malpigien, par une métaplasie malpighienne, les recouvre, les orifices glandulaires continuent à produire du mucus. Et c'est ce mucus qui parfois est emprisonné, kyste de Nagot, n'est pas emprisonné, orifices qui vont sécréter des white lesions. Okay, if these lesions are spontaneous without vinegar, you can call them leukoplasia. But if they became white after vinegar, this means that you have, acidophilia. Leukoplakia, you don't need to put vinegar to have leukoplakia. You have leukoplakia without vinegar. Okay? Acidophilia means that the lesion was not white, but once you put vinegar on it, it becomes white. This is leukoplakia. This is acidophilia. Okay? And acidophilia can be, let's say, uniform or not. This is not uniform. And then sometimes you see it's like this. It's acidophil, but you see, it's on the whole surface of the abnormal zone. Okay? And sometimes it's very thick. But it's thick, and in some parts, you see that there are some red parts. Those red parts, you see, after putting vinegar, means that there is no more epithelium, ulcer of the cervix. And if you see that, hey, please think about invasion. Première chose, l'acidophilie que vous créez à partir du vinaigre, de l'acide acétique, si cette acidophilie n'existe pas dans certaines zones, c'est qu'il n'y a plus d'épithélium. S'il n'y a plus d'épithélium, c'est parce qu'il y a une érosion, c'est parce que l'épithélium a été nécrosé ou envahi. Attention, c'est craignos. OK? Alors, maintenant on continue. Les vaisseaux. Les vaisseaux ont deux choses. Soit les vaisseaux sont perpendiculaires à la surface, et quand vous regardez en haut, vous voyez les vaisseaux, c'est des points. Mais si les vaisseaux sont parallèles, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des mosaïques. The vessels, it's very important to understand what they are. If the vessels are perpendicular like this, it's going to be points, punctation. But if the vessels are, parallel to the epithelium, what will happen? You have mosaic. Okay? Let's go and have a look at all of these things. Et vous voyez que l'épithélium est épaissi.
the epithelium became, very thick. And what will happen, you have vessels coming, inside to give blood to all these cells. And you see them on the surface, looking like punctuation, okay? Or sometimes these vessels, they are, very important, not perpendicular, but parallel to the surface. And it will give you this kind of things, images we call mosaic. Est-ce que c'est clair? Hypervascularisation, deux choses. Les vaisseaux sont perpendiculaires, c'est des points. Les vaisseaux sont parallèles, c'est de la mosaïque. OK? Alors, on va y aller. Mosaïque. OK. Les vaisseaux sont perpendiculaires, point rouge, picoté vasculaire, etc. On y va. Et donc, vous le voyez très bien. So the vessels are perpendicular to the epithelium, and you see them like punctuation. Is it clear in your mind? So, dysplasia, there are two things. Cell proliferation, the epithelium becomes thick, acidophilic, and then the vessels will come down from the stroma, okay, to give blood to all of these cells. The vessels are perpendicular punctuation, parallel mosaic. Is it simple? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment des choses très simples et élémentaires. Voilà les remontées vasculaires. You have, vessels going inside, and you showed a lot of images like this early in the morning today, and you will see them, on the surface like punctuations. Punctuation? Punctuation? Now, please, red zones. Most of the time, without any kind of staining, vous ne mettez aucun produit de contraste et vous voyez que c'est rouge. D'habitude, c'est banal, c'est un ectropion. C'est l'épithélium endocervical qui se présente comme une surface framboisée, comme on dit en français. D'accord? Et cette surface framboisée, elle n'est pas si rouge que ça, elle est orangée. D'accord? Et que vous voyez là, c'est un ectropion. Mais quand ça persiste après acide acétique, attention, it becomes red, you put vinegar, and it's still red. If it's still red, there is no more epithelium over there. It's an ulcer, okay? And sometimes it's very dangerous. Vessels. You can see the vessels without green light, or these vessels sometimes can have two different types. Some of them are like, a tree. C'est comme des arbres, ça c'est les vaisseaux normaux. Un grand tronc qui donne deux branches, et chaque branche donne deux trucs, etc. Quand vous voyez ça, ça c'est les vaisseaux normaux. Et quand la vascularisation a une disposition anarchique, forget it, this is dangerous. Danger. Et c'est là ce que vous voyez ici. Donc vous voyez les vaisseaux à travers l'épithélium. Et vous voyez que c'est des vaisseaux qui sont comme ça. Et quand vous mettez la lumière verte, look at them. You see them. Okay? Very clear. Et vous les voyez comme ça. Et au-dessous, vous voyez comme des petites boules qu'on appelle des kystes de Naboth, parce que la zone de transformation avait recouvert l'épithélium glandulaire et il y avait toujours une fabrication de mucus en sous-jacent, et c'est ce que vous voyez. Mais avec des vaisseaux, ça ce n'est que la zone de transformation. Et regardez quand vous mettez la lumière verte, c'est formidable. Et vous voyez, all of these vessels. Just you put green light and you see these vessels. And these vessels are harmonious. These vessels give you one big vessel, giving two small vessels, and all of these vessels will give smaller and smaller and smaller vessels.
This is normal vascularization. Hey, normal vascularization can be like this. But when it comes to see these kind of patterns, tell this is abnormal vessels. And if you see any of these types of vessels, this is dangerous. Thank you, madam. Okay? Next, thanks. Look at this. This is not normal vessels. And you see them, and in some places, you see that there are ulcers. This, if you take a biopsy on this, there might be, invasive carcinoma. So, and, if you focus on it, this is what you get. Look at this. Ulcer and then fungating lesions. For these kind of things, the indication is not colposcopy, it's biopsy. Okay? Difference and significance. If you see vessels associated with cancer until proven otherwise, okay? Colposcopy and biopsy is mandatory. So the glandular things on the transforming zone, under the transforming zone, you used to have glandular epithelium covered by maturation after, transforming zone. And these glands still produce. Sometimes these glands have, holes from where you see coming mucus. Alors, la zone de transformation a recouvert des orifices glandulaires à travers la... Non, don't worry about this thing. So, my feelings are very... Et ce qui est dangereux, quand ils sont ponctuels, punctiformes, réguliers, non cernés, c'est pas grave. Mais quand vous regardez les orifices glandulaires avec des bords qui sont surlignés, avec des orifices qui sont comme des fentes, attention. This is very Frenchy. So my first training was French. Before I go to Seattle, Washington, I just, were in Paris in Pitié-Salpêtrière Hospital. I've spent over there 3 years and just really Gustave-Roussy. And this is where I learned all of these things. The transforming zone, you have some holes showing you if they are regular, okay? Like, these kind of points you see, no problem. But when you see them with these abnormal things, saying, they have these aspects, please take a biopsy on all of these things. You are not a pathologist, take a biopsy of these glands. Take a biopsy of all of these things and send them to the pathologist. He will tell you, okay? Take a biopsy, the pathologist will tell you. Take a biopsy, the pathologist will tell you. Take a biopsy, the pathologist will tell you. And iodine negative lésions. Elles peuvent être homogènes ou non. Les bords peuvent être nets ou flous, comme une tache d'encre sur un buvard. Iodine negative zones can be very sharp. The limits can be very sharp or not. If they are sharp, mainly it's metaplasia. If not, please take some biopsies and send them to the pathologist. He will tell you. Look at this one. Very nice. And there's no communication on these things with the columnar junction. Most of the time, this is not cancer, this is not dysplasia. Okay? And you see very sharp. But if you see these kind of things, some parts are very sharp, and in the other part, what you see is like, ink on a paper towel. If you put ink on a paper towel, you don't have, very
sharp limits. Si vous mettez de l'encre sur un buvard, vous n'avez pas des zones qui sont très nettes. À partir de ce moment, ce sont des zones suspectes. Look at this. Vous ne pouvez pas dire exactement where is the limits. You cannot tell. And take a biopsy, and then the guy will tell you. Take a biopsy, the pathologist will tell you. Take a biopsy, the pathologist will tell you. Take biopsies. And predictive values are simple. Leukoplasia, CIN on microcancer, 7.4. Mosaic and base, 18. Leukoplakia and base plus mosaic, 31% are cancer. Abnormal transforming zone, 17. Iodonegative with net borders, it's not cancer or dysplasia. If we have to summarize, if we are on the transforming zone, you see an epithelium with acidophilia, mosaic, punctation, leukoplasia, iodonegative things, vascularization, atypical vascular aspects, please take a biopsy. If out of the transforming zone, you see from 1 to 6, wait a minute. Sometimes it can be suspicious of invasive cancer. And the American Society of Colposcopie, or introduced a kind of point, major changes, les changements majeurs qui sont introduits par les colposcopistes américains. Des images construites peuvent tromper. Ce ne sont que des images de reconstruction métaplasique ou alors de dysplasie. Look at this kind of things. What can you say? You have punctations, you have mosaic, you have leukoplasia, you have many, many, many different aspects. Hey, you are not a pathologist, you don't have a microscope. Please take a biopsy and send the biopsy to the pathologist. He will tell you. Okay, so major changes, red, inflammation, bleeding, very wide, very thick, asymmetric, with, abnormal, comment on dit orifice encore, pulse from the transforming zone. And if you have aceto-white region, very quick, very thick, very large, very irregular, and you see them very thick, please look at the vascular aspects and see if there are mosaic, punctation, orifice, and all of these things, and take biopsy. Sometimes, in invasive carcinoma, you see no lesion. It's red, and it stays red, even though you put, vinegar. There's nothing. Please, if you are not sure of what you see, take a biopsy. Look at these things. But the most dangerous parts are not the one you think. It's not the white. The red, the things, ulcers. If you take a biopsy over there, sometimes you find invasive carcinoma in all of these things. So please, look at these things. And sometimes you have this kind of acidophily, going very quick into the cervix. Take a biopsy of all of these things and send them to the pathologist. Look at this. You have this very dense aceto-white lesion, cette lésion acétique très dense, avec à l'intérieur non seulement une ulcération, d'accord, mais regardez à droite, en bas, dans le rayon de 3 heures à 6 heures, vous avez toutes les anomalies vasculaires dont je vous ai parlé. OK? So ça, c'est suspicion de carcinome invasif. Look at this. Une lésion circonférentielle opaque
area avec une mosaïque épaisse, etc. et tout, quand on l'a biopsié, c'est M3. Une lésion dense qui ne paye pas de mine, etc. et tout, avec une ponctuation irrégulière, c'est M3 quand ils ont fait une biopsie. So, conclusion. Colposcopy is very subjective. It depends on your learning curve. And most of the time, good or bad conclusion can persist. Even though you are very experienced, please never forget these words. Biopsy will confirm. Every time you see something abnormal, please feel free and take a biopsy. La colposcopie demande un examen très subjectif. C'est les gens les plus expérimentés qui parfois vont vous raconter des comptes rendus avec des termes d'anatomopathologiste. They don't have microscope on their eyes. Humble, take a biopsy and send the biopsy to the pathologist. Humility, be humble when it comes to talk about colposcopy. Thank you so much, ladies and gentlemen. Merci pour la brillante présentation. Vous avez des commentaires ou questions? Faire une petite merci pour la présentation. Demain, on va faire un petit peu le revue au même avec des différentes photos, mais la base, c'est exactement là où il faut avoir les yeux et de répéter biopsie, 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 parce qu'on a fait des études là-dessus et on a des études sur l'impression du colposcopie, c'est où on fait des biopsies, on prend 4 colposcopistes avec l'expérience et vont se tromper. Alors on dit qu'il faut prendre au moins 2 biopsies à 4 biopsies chaque fois que vous faites une colposcopie pour ne pas dire « Ah bon, ça y est, je fais une biopsie, c'est fini », vous vous trompez. Alors humilité, c'est exactement ça. You said a couple of things that I tell my students all the time. Number one, colposcopy is not rocket science. This is not all that difficult. It's just that nobody else wants to do it, so we get to do it and we get to be the experts. Number two, obviously, is the importance of the biopsy and the importance of humility. We will talk tomorrow about looking at the cervix and creating a colposcopic impression. This is what I think the diagnosis is based on my biopsy, or based on my colposcopy. But it's the pathologist that tells us what the real diagnosis is. And if I see a lesion and I say, oh, that must be CIN2, and I biopsy it, and the pathology says, no, it was CIN3. Am I wrong? No, because I biopsied the right place, and the pathologist told me what the real diagnosis was. So I thank you for that. It was a good, very good presentation.
je suis parti un peu mal. They have questions from the morning presentation are going to respond. Everybody can even for the morning J'ai une question. Bonjour et merci pour la présentation qui était fort intéressante et très instructive. J'avais une question. Vous avez dit que lorsque l'on a une zone qui est blanche spontanément, c'est une leucoplasie. Maintenant, j'aimerais savoir, cette leucoplasie-là, est-ce qu'elle a une valeur sémiologique? Qu'est-ce qui peut expliquer cette leucoplasie? Et si j'ai bien compris, vous avez dit que dans 7% des cas, elle peut dégénérer. Maintenant, voilà, elle peut être un cancer. Dans la stratégie du see and treat, est-ce qu'il y a une conduite à tenir lorsqu'on a une leucoplasie? Et la deuxième question, c'est, vous avez dit que lorsque l'on a une zone, si vous voyez la zone